Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée Battlestar Galactica. Pour remettre un petit peu de contexte, dans la série Battlestar Galactica, l'humanité doit échapper à des ennemis et se reconstruire, en sachant que du coup il s'agit d'une flotte qui fuit dans l'espace, avec 50 000 rescapés à peu près. Maintenant, on a eu une découverte assez récente en paléontologie qui nous informe qu'il y a à peu près un petit million d'années, 930 000 ans exactement, l'humanité aurait survécu avec une totalité de 1300 individus reproducteurs sur 117 000 ans. Donc cette table ronde va avoir pour but de parler de cette survivance de l'humanité au cours du temps et surtout de ces ce qu'on appelle les goulets d'étranglement démographique. Qu'est-ce qui se passe quand finalement la population est réduite à une quantité de personnes relativement restreinte? Comment l'humanité survit-elle en si petit nombre que la cause de la catastrophe soit naturelle, donc là il y a 1 million d'années c'était climatique, ou qu'elle soit due à des hordes de zombies, des virus destructeurs, tout ça. Donc pour parler de tout ça, j'ai avec moi Bonaventure qui est auteur de bandes dessinées, parmi lesquelles Cosmograde, une bande dessinée qui traite de cette problématique à l'intérieur de sites et refuges. J'ai avec moi également Pierre Rofas, qui est ingénieur et écrivain de plusieurs romans, notamment de la trilogie baryonique, qui est postérieure à un événement catastrophique de cette ampleur. Et j'ai également avec moi Hugo Bellagamba, qui est écrivain de nouvelles et de romans, parmi lesquels Le Monde de Julia, qui traite de ces problématiques et surtout de la reconstruction sociétale postérieure à une crise de ce genre. Donc, pour ceux que ça intéresserait, donc au niveau du point histo, les 1300 individus reproducteurs, c'est une situation qui est très inférieure finalement à ce que les scientifiques estimaient avant comme perpétuation d'une espèce. On pensait qu'il fallait beaucoup plus d'individus que ça et finalement un très petit nombre a réussi à permettre à l'espèce humaine d'être aujourd'hui plusieurs milliards sur la planète. Donc dans le cadre de ces goulets d'étranglement, on a à peu près l'idée que quand il reste aussi peu d'individus reproducteurs, cela conduit l'espèce à évoluer de façon très rapide. Est-ce que, à votre avis, cette évolution, elle est aussi rapide au niveau de l'espèce qu'au niveau sociétal? Est-ce que ces goulets quand tout à coup il y a beaucoup moins de personnes, est-ce que c'est un facteur de créativité et d'évolution au niveau du groupe d'individus? Ok, c'est une super question. Mais alors, écoutez, alors au niveau social, ce qu'on sait, c'est que du point de vue des sociétés et notamment dans la grande histoire, la longue histoire de l'humanité depuis l'Antiquité, les crises ont toujours été des déclencheurs de transformations sociales importantes. Et c'est surtout, moi, dans l'imaginaire de ces crises, en fait, que je me positionnerai. C'est-à-dire, effectivement, quand on regarde l'histoire humaine, et on regarde depuis l'Antiquité, en particulier, c'est toujours après une crise grave, une guerre ou une crise qui réduit le nombre d'individus, qu'on va avoir véritablement une création sociale. Mais c'est aussi quelque chose qui est dans notre imaginaire, c'est-à-dire c'est dans nos représentations. C'est-à-dire nous avons peut-être cette image que nous avons nous-mêmes créée finalement d'une humanité capable de se réinventer. Et cette idée d'une humanité capable, confrontée au spectre de sa disparition, de se réinventer brusquement, ça fait partie de nos mythologies les plus anciennes. En fait, ça fait partie de nos mythes les plus anciens. C'est-à-dire que ce soit des mythes de la catastrophe initiale, du déluge ou de la quasi-disparition de la totalité d'une espèce, et qui permet finalement aux survivants de se réinventer. Que ce soit dans la science-fiction, par exemple dans toutes les situations apocalyptiques qu'on a dans la science-fiction, où on voit bien que le plus intéressant, c'est pas la catastrophe elle-même, souvent dans la science-fiction, c'est ce que vont faire les survivantes et les survivants, et comment ils vont s'organiser. Et enfin, si on regarde l'origine des grandes civilisations, que ce soit Rome ou les Grecs, par exemple, eh bien, notamment, par exemple, l'origine de Rome, effectivement, on voit qu'on a toujours mis en scène des tout petits groupes d'individus qui arrivent à créer quelque chose. Donc la réponse, moi, que je te donnerai, Mel, la réponse c'est oui, mais je pense que c'est une vision que nous avons. Nous avons construit notre imaginaire autour de cette idée que nous sommes capables de rebondir. Mais après, est-ce que c'est vrai archéologiquement, etc. Tout ça, il faudrait vraiment demander à des spécialistes de l'archéologie. Mais nous avons, en tout cas, dans la science-fiction et dans nos cultures, cette idée que même très peu nombreux, nous avons les ressources nécessaires
pour accélérer une évolution et justement être plus créatif face au spectre de la disparition. Ce qu'on voit bien dans Battlestar Galactica notamment. Ouais. Je vais réagir. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là. Oui, je rajouterai le rôle du souvenir en fait et de la mémoire. On s'aperçoit que sur l'instant T, une catastrophe a des effets. Et je prends exemple, par exemple, en 1720, en Provence, à Marseille, la peste a tué 30% de la population. La raison, c'était un individu qui n'avait pas respecté la quarantaine pour faire un trafic de tissus qui venaient d'Orient, qui étaient infectés. Donc on a mis en place, donc il y a eu une catastrophe énorme, on a mis en place des mesures pour lutter contre le marché noir, etc. Mais finalement, sur le temps, ça ne tient pas en fait. Hein. Et je pense que si on faisait une analyse rétrospective de toutes les grandes catastrophes qu'il y a eu dans l'humanité, je ne suis pas sûr que structurellement, c'est changé les valeurs de l'homme, de l'humanité en fait. Hein. Et tous les travers reviennent régulièrement pour être un terreau propice à une nouvelle catastrophe. Oui, c'est un peu sombre, je suis désolé. 13h45. Bonjour à tous et à toutes. Oui, pour rebondir sur ce que dit Pierre, effectivement, j'ai pas l'impression, effectivement, on a beaucoup forgé notre imaginaire là-dessus, sur notre capacité à nous réinventer et compagnie. Mais effectivement, je pense qu'on est quand même des Homo sapiens avec... Alors, je ne vais pas tomber dans les travers la nature humaine, elle est forcément mauvaise ou forcément bonne, mais il y a vraiment tout ça, toute la condition humaine. Je pense qu'à partir du moment où on a eu conscience de notre mort, etc., je pense que c'est à partir de ça qu'on se crée nos mythes, mais que fondamentalement, on ne change pas vraiment. Après, on peut bouger des curseurs sur telle ou telle valeur qu'on va mettre en avant, pour lesquelles, par lesquelles on va instituer la société, comme disait le père Castoriadis, où on a un imaginaire de notre société, on se dit « Ah ouais, notre société, elle est comme ça, nous, on est comme ça, etc. » Mais globalement, je pense que dans la grande ligne, malgré les crises, malgré tout, on reste profondément des Homo sapiens, quoi. C'est intéressant là ce qu'on vient de voir, mais du coup on voit bien que on a parlé dans nos mythes, dans la littérature, etc. Il y a une forme de fascination pour cette problématique de la presque extinction de l'espèce. Et donc, est-ce que cette fascination, ce goût pour cette idée de presque totale destruction de l'espèce, c'est une façon de se préparer au pire, une sorte de réponse cérébrale à l'anxiété, ou est-ce que c'est plutôt une catharsis qui voudrait aller vers l'espoir et vers la croyance, la foi que nous sommes capables de survivre à tout, entre guillemets. Les films catastrophes d'Hollywood travaillent beaucoup sur ce système aussi, au niveau de leur fin heureuse. Moi, je vais te répondre de nouveau sur la science-fiction, du coup, puisque tout à l'heure, on parlait un peu plus d'histoire. C'est vrai que la science-fiction, elle est fascinée par ça. Je pense que tous ici et toutes dans cette salle, vous avez au moins vibré, ou en tout cas notamment sur Battlestar Galactica, bien sûr, mais sur les films catastrophes, avec cette idée de les survivants. Je pense à Je suis une légende, de Richard Matheson, par exemple. Est-ce que les survivants, ou même quand c'est une attaque zombie ou autre chose, est-ce que les survivants vont réussir? Donc on aime se faire peur et on aime aller à l'extrême limite de la catastrophe pour voir si... Et nous voulons nous convaincre que nous sommes capables de rebondir sur cette catastrophe. Il y a quelques années, à la demande de Roland Lehoucq, justement, j'avais participé à un numéro d'une revue, je crois que c'était Science et Avenir, sur après la catastrophe. Et donc, ce qui était intéressant, et ce qui vous intéresse tous, finalement, c'est ce qui se passe après. C'est pas le spectacle morbide de la catastrophe en elle-même qui nous intéresse, même si de temps en temps, certains bouquins, certaines œuvres vont aller jusqu'à la fin du monde et le monde s'arrête, mais c'est extrêmement rare. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est de croire que même si nous allons tout droit dans le mur, ou même si nous allons tout droit dans la catastrophe, il y aura toujours un rebond. Et c'est plutôt cette idée de théorie des cycles, en fait. Les cycles des cultures humaines. Alors ça, d'où ça vient ? Moi, tel que je le vois, du point de vue de l'histoire des idées, ça vient tout simplement de notre Antiquité et de la façon dont l'Antiquité concevait notamment la vie politique et la vie des cités. En fait, en gros, il s'est passé une chose très simple, c'est que dans l'Antiquité, la plupart des grandes civilisations de l'Antiquité avaient une vision cyclique du temps, vous le savez très bien. Et donc, il y avait un cycle de dégénérescence des régimes politiques. On savait que
quoi qu'il arrive, aucun régime, aucune société, aucune structure, aucune valeur n'était bonne à perpétuelle demeure. Donc, comme de toute façon elle allait péricliter, la meilleure réponse qu'on pouvait trouver, c'est pas grave, puisque dans ce cycle de dégénérescence, finalement, un autre type de régime reviendra. Et donc cette idée que, quoi qu'il arrive à la démocratie athénienne, par exemple, eh bien, de l'autre côté, après un cycle avec une aristocratie, une plutocratie, une tyrannie, etc., on reviendrait. Et donc cette idée de l'éternel retour, elle vient de là. Sauf que dans notre société, entre guillemets, occidentale et entre guillemets moderne, au sens moderne du terme, ben, on a donné une flèche au temps. C'est-à-dire qu'on est parti sur une autre forme de vision de l'évolution de l'humanité, qui est une vision, alors qui a longtemps été trop linéaire, hein, même si elle est très plurielle, mais qui est, il y a un début, il y a une fin. C'est très largement la faute du christianisme, hein, c'est la notion d'eschatologie, c'est-à-dire d'idée de fin des temps. Et du coup, cette fin des temps, qu'est-ce qu'elle nous dit, même si on va la laïciser, même si on va la rationaliser, elle nous dit, un jour, tout prendra fin définitivement. Et ça, peut-être qu'on n'est pas prêt à l'accepter. Et du coup, dans notre imaginaire notamment de la science-fiction, on a de cesse de revenir au cycle, c'est-à-dire de se dire, oui, mais malgré tout, même si la fin apparaît comme vraiment inéluctable, on veut quand même croire que même si c'est une toute petite poignée d'individus, même si c'est les productions de l'humanité et pas l'humanité elle-même, même si ce que nous avons créé nous survive, on veut croire qu'il y a toujours quelque chose après. Ça vient peut-être de là. Mais pour moi, c'est pas l'amour de la catastrophe, c'est la volonté de croire à toujours la possibilité de rebondir. Et ça vient peut-être de très très loin. Mais justement, enfin, tu dis ça, effectivement, ça rappelle complètement juste ce qui fait notre condition d'être humain. Et donc, comme je disais tout à l'heure, d'Homo sapiens, ça veut dire que au-delà de l'espèce, etc., en fait, on regarde notre propre mort en face, donc que ce soit la mort de la civilisation ou juste de l'individu. Et c'est une question qui nous travaille depuis des millénaires, puisque quand on pense à l'épopée de Gilgamesh, qui a, je sais pas, 5-6 000 ans, enfin, je ne saurais même plus compter. Voilà, le récit fondateur, c'est ça. En fait, ce qui fait qu'on est humain, il me semble, c'est justement qu'on a conscience de notre fin. Et donc, qu'on la conjugue avec la fin de notre espèce possible, un jour. Et d'où, et je finis juste, et d'où justement, comme tu dis, cette histoire d'histoire linéaire avec un début, on est un bébé, on devient un adulte, ensuite on devient un vieillard, et puis on meurt. Moi, j'ai l'impression que ça nous touche parce qu'on porte en nous une part de l'humanité, en fait, de l'histoire de nos ancêtres. Et en fait, c'est pas que des mots. Si tu reviens sur ce que tu as dit au départ, il y a eu un article qui était cet été d'ailleurs dans la revue Science qui dit que l'humanité a frôlé la catastrophe en n'ayant que 1000 survivants. Et en fait, comment les chercheurs sont arrivés à ça? Ils sont arrivés à ça uniquement par des analyses d'ADN. Et en fait, c'est assez extraordinaire de se dire que l'ADN que l'on partage avec nos ancêtres peuvent raconter une histoire et qu'au travers de l'étude de l'ADN, au travers plusieurs générations, on est capable de dire les populations à diverses époques et à différents endroits du globe. Ça veut dire que nous, on garde cette trace en fait de toute l'humanité qui était avant nous. Un peu pour les informaticiens dans la salle, c'est comme si on avait des logs, en fait, un journal de bord en fait de tout ce qui s'était passé. Donc je me demande si ça, en fait, cette information qu'on garde en nous, intrinsèquement, on ne se dit pas mince, on fait partie d'un tout, c'est pas uniquement une civilisation d'individus, on appartient à une civilisation, à une espèce humaine en fait, et donc par définition ou par crainte, on a peur que cette chose qui nous transcende disparaisse un jour. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, on cherche à la définir en fait, c'est une obsession. C'est-à-dire, on cherche le plus petit dénominateur commun à toute forme d'humanité, en fait. Et ça, c'est présent dans la science-fiction, et c'est présent dans les sciences sociales. S'il y en a qui s'intéressent aux sciences sociales, il y a Bernard Lahire, qui est anthropologue et sociologue, qui vient de sortir un bouquin sur les structures fondamentales des sociétés humaines, qui est un bouquin fascinant, et dans lequel il commence avec une citation de Philippe K. Dick, comme quoi la porosité est enfin obtenue, et enfin la science-fiction éclaire enfin les sciences sociales, et sans avoir de problème de visibilité. Et Bernard Lahire, il dit l'un des défauts, et que la science-fiction n'a pas, hein, donc c'est l'occasion de le dire, donc j'en profite, hein, l'un des défauts des sciences sociales, c'est qu'elles se sont obsédées par l'objectivité et la précision. Et du coup,
au lieu de monter en généralité et de chercher les structures fondamentales, c'est-à-dire les points communs, ce qui était leur mission au départ, la fondation même des sciences sociales, c'était de définir cet animal social, dit Aristote, qu'est l'être humain. Elles ont commencé à détailler uniquement, c'est ce que dit Bernard Lahire, hein, des points vraiment très précis, c'est-à-dire une étude sociologique, par exemple, sur un village ou dans une période déterminée. Et en fait, il dit tout ça, c'est très très bien, bien sûr, mais à force de voir que des éléments très précis, extrêmement documentés, la plupart des sciences sociales, que ce soit anthropologie, ethnologie, sociologie, ont perdu de vue la question fondamentale qui est: existe-t-il une structure fondamentale des sociétés humaines, oui ou non? Et peut-on répondre à cette question? Et si oui, c'est quoi ces structures fondamentales? Est-ce qu'il y a un invariant dans l'humanité, qui soit biologique ou social, qui permette de dire voilà, ça c'est être humain? Et lui, il invite à ça, et je pense qu'il a lu de la science-fiction, évidemment, parce qu'il y fait référence. Et cette science-fiction que nous aimons aujourd'hui, aux Utopiales et partout parmi vous, là, tous ceux qui lisent, eh bien, elle nous pose cette question. Alors forcément, elle y répond par la littérature, mais ça veut dire que cette question, elle compte pour nous. Et du coup, bah, c'est peut-être ça qui rejaillit dans notre catastrophisme et notre rapport à la catastrophe. On se dit finalement que si toutes les structures sociales tombent, si tout sur quoi nous bâtissons notre société disparaît, ben ce qui doit rester à la fin, c'est ça qui est fondamentalement le facteur humain, quoi. Mais bon, voilà, la science-fiction peut apporter des réponses imaginaires, pas des réponses scientifiques. C'est peut-être ça qui est intéressant si on revient à Battlestar Galactica, parce que c'est quand même le titre. Quand effectivement ils sont dans cette situation-là où toutes les planètes ont été détruites par les Cylons, les gens dans le vaisseau, en fait, plutôt que de s'unir, je crois qu'ils sont 50 000 ou ils sont pas énormes, plutôt que de se serrer les coudes, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des factions différentes. Il va y avoir les gens qui sont plutôt la logique, c'est l'amiral, etc., versus la présidente qui est plutôt dans le mysticisme, etc. Et en fait, on voit bien qu'il y a deux écoles qui vont se dessiner, qui traduisent peut-être ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'universalité à la civilisation. Le résidu de civilisation n'arrive pas à se trouver, et même à 50 000, il se divise, ce qui est dramatique. Et ce qui dit beaucoup de notre condition, en fait. C'est dramatique, mais en même temps, ça montre bien comment on appelle ça, les paradoxes qui peuvent nous habiter tous. Enfin, justement, par rapport à ça, où on a envie, en même temps, d'être seul, de cultiver son individualité, et en même temps se sentir, comme tu disais, part d'un grand tout, quoi. Où on a des côtés justement très rationnels, très factuels. Je me lève le matin, je vois, bon, il fait bon machin, et des choses beaucoup plus poétiques, et des choses qui donnent du sens justement à notre vie. Donc c'est difficile de séparer la rationalité de la poétique. Alors oui, et là, ce qu'on disait qui était intéressant, c'était la définition finalement le facteur commun, la définition de l'humanité, donc qui est très interrogée dans Battlestar Galactica. Il y a des moments où effectivement il y a des décisions qui doivent être prises, notamment d'abandonner des vaisseaux derrière avec des gens dedans. Et donc ça interroge aussi ce qui va nous définir en tant que société humaine, c'est-à-dire que toutes ces œuvres vont interroger finalement l'humanité à travers sa morale, à travers ses règles, à travers son fonctionnement sociétal. C'est aussi une forme d'exploration ? Oui, je rajoute, il y a même des scènes très troublantes où les passagers ne savent pas s'ils sont des humains ou des Cylons, où ils se posent la question. Ce qui veut bien dire, ce qui traduit bien cette incertitude. En fait, qui suis-je? Et c'est quoi en fait la différence entre une intelligence ultra sophistiquée comme les Cylons, avec une apparence humaine, et des humains? Et puis on le voit bien dans Battlestar Galactica, c'est aussi l'angoisse de se connaître soi-même, c'est-à-dire de se définir. Et finalement, la quête de sens, tu disais tout à l'heure, c'est le fondement même de la série. C'est-à-dire que la beauté de la série, pour les souvenirs que j'en ai, parce que ça fait un moment maintenant, mais la beauté de la série, c'est de donner un sens à la survie. Parce qu'en fait, pourquoi survivre ? Finalement, à quoi ça sert de survivre si ça n'a pas de sens? Je veux dire, là, vous savez que vous avez survécu à la tempête pour venir aux Utopiales. Donc ça a un sens. C'est les Utopiales. S'il n'y avait pas eu les Utopiales, pourquoi survivre? S'il n'y avait pas eu... voilà, vous voyez, donc, en fait, ce qui compte pour nous, on souvent, mais alors c'est encore une fois, la science-fiction donne ça, hein, on est obsédé par les modalités,
Alors qu'en fait, ce qui compte, c'est le sens fondamental, c'est le sens de la survie. Et ça, la question, elle est posée tout à fait dans Battlestar Galactica. Et aussi la définition de l'humain, c'est une obsession de la science-fiction et de l'anthropologie. Pour moi, la science-fiction et l'anthropologie sont étroitement liées. C'est pas pour rien que Ursula Le Guin, par exemple, une des plus grandes autrices de science-fiction, elle est née, environnée avec un père anthropologue dans une culture d'anthropologie sur la diversité des cultures. Mais qu'est-ce que c'est construire une culture, donner des définitions. Par exemple, en tant que juriste, moi, je vais te dire que toutes les définitions dont on se dote sont forcément imparfaites. Elles sont forcément culturelles, biaisées, datées, donc discutables, et elles sont forcément, à un moment donné ou à un autre, compromises. Quand les Cylons, par exemple, représentent une intelligence artificielle si importante, si complexe, si capable d'émotion, mais pourquoi lui refuser le statut d'être humain ? Et inversement, quand des êtres humains, et ça c'est Philippe Cadic, ne sont plus capables de savoir s'ils sont eux-mêmes humains ou pas, ce questionnement même, est-ce que c'est pas ça le sens de l'humanité, de se poser la question de sa nature? Donc encore une fois, Battlestar Galactica, c'est une série qui reste dans nos mémoires parce que je pense elle pose cette question du sens. C'est pas simplement vont-ils survivre, c'est pourquoi se battent-ils pour survivre? Il y a effectivement une question de la fin, les moyens, c'est-à-dire survivre, mais à quel prix, dans quelles conditions, par quelle méthode. Je pense à d'autres œuvres qui se posent cette question-là, alors sur un catastrophisme très différent et beaucoup plus proche finalement, c'est-à-dire la perte de reproductibilité de l'espèce humaine, qui est quelque chose qui est quantifié à l'heure actuelle. Je pense à The Handmaid's Tale et au Fils de l'homme, où dans ces situations-là, il n'y a pas de catastrophe, il y a juste une perte de fécondité globale de l'espèce. Et les moyens mis en place sont inhumains pour obtenir la survie de l'espèce. Est-ce que, à partir de ce moment-là, on n'a pas finalement perdu l'humanité déjà ? C'est la grande question classique du prix de l'humain versus le prix de l'humanité. Pour aller dans d'autres références, SF, Isaac Asimov l'avait mis avec la loi 0 de la robotique, hein, où il avait commencé par les 3 lois qui visaient à protéger l'humain, l'identité, et il s'est aperçu que ça créait des paradoxes du point de vue éthique insupportables, et il a rajouté cette loi 0 qui était la préservation de l'humanité. Donc ça montre bien qu'on le veuille ou non, il faut des sacrifices humains, des sacrifices individuels pour protéger l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez paradoxal, parce que là encore, c'est quelque chose qui, je pense, est ancré dans nous. Le sens du sacrifice pour un intérêt supérieur. Alors c'est sans doute très variable d'un individu à l'autre, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est quelque chose qui est inné. Donc d'où est-ce que ça vient, et est-ce que ça fait partie justement d'un certain darwinisme qui fait que on privilégie l'espèce plutôt que l'individu? C'est des bonnes questions. Ouais. En fait, il y a des tas d'exemples. Tout à l'heure, j'étais avec les jeunes sur Utopie et Dystopie. J'évoquais L'âge de cristal, Logan's Run. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette œuvre des années 60-70. Voilà. Et en fait, Nolan et Johnson. Et en fait, vous avez une cité qui, alors c'est tout à fait à l'ordre du jour en plus, une cité qui a des ressources limitées. Donc comme un vaisseau spatial, finalement un vaisseau spatial c'est un monde avec des ressources limitées. Donc les vaisseaux de Battlestar Galactica ne peuvent pas fournir, voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et la seule solution qui vient, en tout cas la solution qui vient le plus souvent, c'est il faut limiter le nombre de personnes. Et du coup, par exemple dans Logan's Run, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement, je le rappelle, alors dans le roman, dans la série c'est un peu plus jeune, dans le roman c'est à 30 ans, euthanasie obligatoire. Et c'est un facteur objectif, c'est-à-dire que vous soyez grand, petit, intelligent, bête, bien placé dans l'échelle sociale ou au contraire en bas de l'échelle sociale, ça ne change rien. Tout le monde à 30 ans doit subir la cérémonie de ce qu'on appelle l'élévation dans le roman, qui est en fait une euthanasie, une mort heureuse, et dont le but c'est de permettre la survie du groupe. Et en fait cette question-là, encore une fois je reviens, elle pose la question du sens. C'est-à-dire comment faire accepter à des individus le sacrifice au nom de la survie du groupe. Ils ne peuvent le faire que si il y a un sens à ce sacrifice. Et donc c'est pas simplement la survie du groupe au niveau purement scientifique ou biologique, c'est aussi donner un sens à ce sacrifice, et on le voit dans énormément d'œuvres de science-fiction, dans Battlestar Galactica, dans Logan's Run, dans bien d'autres œuvres aussi. Et c'est toujours la même question qui revient. C'est pour ça que, pour moi, la science-fiction, elle éclaire les sciences sociales et inversement,
parce qu'elle comble le fossé qui, souvent dans les sciences sociales, n'a plus été occupé depuis très longtemps, qui est cette question du sens, qui fait un peu peur, parce que si tu dis sens, tu dis valeur, tu dis morale, donc tu arrives à religion, et forcément, voilà, ça c'est difficile. Mais c'est pour ça qu'il y a la dichotomie aussi dans Battlestar Galactica entre les humains et les Cylons, parce que pour le coup, les Cylons, certes, sont des robots intelligents qui ont une grande sensibilité et compagnie, mais qui sont clairement en quête de sens. Les humains essayent juste de fuir la catastrophe au début, et après il y a des développements mystiques, etc. Que les Cylons sont mystiques dès le début, parce qu'ils cherchent un sens justement, parce que quand l'un de leurs représentants de mémoire, ils sont 13, c'est ça, quand l'un de leurs visages meurt, ben en fait ils ressuscitent ailleurs, et ils recommencent la même vie avec les souvenirs, etc. Ils n'ont pas conscience de la mort, donc du coup il y a vraiment cette espèce de vrai face-à-face entre l'humain et le Cylon qui certes ont ils ont un dénominateur commun de quête de sens, etc. Mais qui peut pas vraiment être le même au final, parce qu'ils ont les humains meurent, ils meurent, les Cylons ressuscitent sans arrêt. Après, il y a aussi la question de la science qui revient dans Battlestar Galactica, c'est-à-dire le déclencheur de tout ça, c'est aussi un scientifique, un chercheur, certes qui a une révélation, donc là encore on revient, voilà, mais qui se pose la question alors qui moi m'intéresse beaucoup, la question de la rationalité. C'est-à-dire la science-fiction, on le sait, c'est une littérature qui explore les limites de notre rationalité, c'est-à-dire de notre explication rationnelle du monde. Ça remonte à très loin, mais elle cherche toujours à avoir une projection, une explication de l'évolution de la société de façon rationnelle, argumentée. Et en fait, cette rationalité, parfois, eh bien, en phase de crise extrême, elle peut s'avérer insuffisante. D'où le retour vers le mysticisme, la religion, l'eschatologie dont on parlait tout à l'heure. Et ça, cette série, elle l'illustre bien aussi, hein, effectivement. Et notamment à travers les personnages des Cylons, effectivement. On peut même dire que dans Battlestar Galactica, l'amour est un thème premier, hein, puisqu'en fait, c'est derrière la quête de sens des Cylons, sont-ils capables de tomber amoureux? Et le spectateur s'interroge pendant plusieurs saisons, est-ce que la relation entre numéro 6 et Gaius, le professeur, est-elle réelle? Est-elle fondée sur de l'hypocrisie de la part du Cylon numéro 6? Ou est-ce qu'on a enfin un Cylon qui connaît l'amour, qui serait vraiment le marqueur tel que présenté dans la série, le marqueur de l'humanité en fait. Si vous êtes capable d'aimer, dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes humain. Et d'ailleurs, il y a des Cylons, je crois que c'est numéro 8, qui apprend qu'elle est Cylon, mais qui refuse ce statut en disant non, moi j'aime son compagnon, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. C'est la pilote. Le maître, je ne sais plus comment il s'appelle. Je jouais toujours lui dans le jeu en plus. Gareth, le chef Tyrol ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, le chef Tyrol, donc qui aime le chef Tyrol et qui refuse au nom de cet amour son statut de Cylon. Donc effectivement, tu as raison. Alors je pense que c'est conscient, mais les scénaristes de la série ont placé l'amour comme un véritable marqueur de l'humanité et la quête de sens des Cylons en fait. Avant de parler du jeu, parce que j'ai senti qu'il y avait un appel vers le jeu. Pas du tout envie d'en parler. Le marqueur de l'humanité, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être aussi la violence. Hein. Je reviens sur Bernard Lahire. Bon, c'est une idée d'ailleurs dont parlait ce matin Madame la déléguée artistique Jeanne Debaz dans sa conférence inaugurale sur le roman préhistorique. Il y a peut-être l'idée aussi, c'est le côté... il est impossible d'extirper la violence fondamentale du cœur de l'homme, qui revient à chaque fois, l'humanité revient à la violence. Et toutes nos civilisations sont des tentatives infructueuses de maintenir indéfiniment la violence à l'écart. Moi, le droit, c'est ça, hein, fondamentalement. Après, il y a des droits très violents, il y a de la violence dans le droit, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, l'idée de trouver une alternative à la violence, je ne veux pas être pessimiste, parce que je crois à l'utopie, plutôt. Mais s'il y a l'amour, il y a aussi fondamentalement la violence qui est très marquée aussi dans la série. Hein. Alors dans le jeu, je ne sais pas, moi je n'ai pas joué au jeu, du coup. Donc, c'est marqué, mais pour le coup, c'est des deux côtés. C'est-à-dire que les Cylons peuvent aussi être extrêmement violents, parce qu'ils détruisent les ancêtres. Ce qui les rend humains, ouais, tout à fait. Ouais. Mais, ouais. Après, effectivement, il y a, je pense notamment à la saison 2, il y a une violence qui est mise en scène de façon extrêmement efficace au moment de la rencontre entre le Galactica et le Pegasus, et c'est une violence humaine extrêmement marquée, avec le moment, pardon, spoiler, le moment où on apprend que le Pegasus disposait également d'une flotte et qu'en fait...
s'estimant en guerre, a décidé d'éliminer la quantité négligeable que représentait cette flotte civile pour s'accaparer leurs ressources afin de partir en guerre alors que la guerre est déjà perdue. Cette violence humaine, elle est aussi mise en scène dans Battlestar Galactica. Donc c'est ce que disait Hugo sur le fait que le travail de société qui consiste à tenir la violence à l'écart, finalement, c'est une utopie pour le coup. C'est impossible. Pour le coup, je ne suis pas sûr que ça soit humain. Enfin, c'est évident que les humains sont violents, mais est-ce qu'ils sont plus violents que n'importe quelle espèce vivante? C'est-à-dire, vous mettez, en ce moment, on parle beaucoup des fourmis qui viennent de Chine, là, je ne sais plus comment elles s'appellent, les fourmis électriques ou un truc comme ça. Vous les mettez à proximité, enfin, dans un territoire, elles vont tuer toutes les autres fourmis qui ne sont pas de leur race. Donc, est-ce que vraiment les humains sont plus violents qu'une autre espèce animale ou après, on est peut-être, enfin, après on est violent, mais on a quand même la capacité à se faire des institutions, à imaginer justement une société dans laquelle on vit. Nous avons la conscience de notre violence. Où on peut avoir conscience et justement, construire des choses, des institutions. Et je parle d'institutions, je ne parle pas forcément du Sénat, etc., mais je parle même de conventions sociales, etc., qui permettent de regarder la violence en face et de la traiter entre guillemets pacifiquement. Et normalement c'est ça d'ailleurs le principe de la démocratie, c'est quand même ça, c'est le rapport de force entre des intérêts différents et on essaye de trouver un compromis pour avancer ensemble, quoi, et de faire société ensemble. Et en fait, c'est une question qui fascine les juristes depuis toujours, c'est qu'il n'y a pas de société sans justice. Pour moi, la justice, c'est le fondement même de la société, mais la justice est violente puisqu'elle sanctionne. Bon, ce qui signifie que, d'une certaine façon, on remplace une violence qui serait une violence une violence naturelle, commune à toutes les espèces biologiques, etc., par une violence institutionnalisée et surtout ritualisée, avec des procédures, etc., donc qui la rend plus acceptable. Mais le vrai défi, ce serait de créer une société entièrement débarrassée de la violence. Et pour ça, il faudrait repenser la nature même de l'être humain, la définition même de l'être humain. Peut-être que des intelligences artificielles sont capables de ne jamais avoir recours à la violence. Mais en tout cas, dans les sociétés qu'on connaît, et même nos démocraties, la violence naturelle, physique est combattue, elle est réduite au maximum, et quand elle a lieu, elle est sanctionnée, mais par une autre forme de violence, qui est la violence des institutions, la violence de l'État, qui, encore une fois, s'accompagne d'un discours, d'une justification, d'une nécessité, ce discours de la nécessité de la sanction. Vous avez tous l'image de la déesse de la justice, avec ses yeux bandés, etc. Et elle a un glaive. Il n'y a pas de justice sans glaive. Donc, faire disparaître la violence du cœur de l'homme, ça c'est peut-être la dernière des utopies. Et même les utopies libertaires, anarchistes, etc., il y a toujours une forme de contrainte ou de violence. C'est peut-être la question que pose aussi Battlestar Galactica. Peut-être que les Cylons sont à la recherche de cet espoir-là, de la disparition de la violence par l'amour, peut-être. Mais voilà, c'est une des questions fondamentales qui se posent à toutes les sociétés humaines depuis très longtemps et qui nourrit énormément de textes de science-fiction. Tout à l'heure, on parlait de Logan's Run. C'est quand même extrêmement violent d'imposer l'euthanasie à 30 ans à tout individu, quel que soit son statut, sans aucune justification, sans aucune autre justification que la survie du groupe. Mais la justification, c'est aussi, justement, comme tu disais, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est aussi le sens qu'on donne à la société dans laquelle on vit. Enfin, je me rappelle, alors je ne sais pas pourquoi je vais reparler de Castoriadis, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais il y a eu Chris Marker avait fait un documentaire voilà, sur la démocratie de la cité d'Athènes, etc. Et Castoriadis qui parle justement des différences de culture, pourtant dans le bassin méditerranéen, enfin non, d'ailleurs c'est pas le bassin méditerranéen, mais dans la manière par exemple dont on honore nos morts, ou comment dire, les Indiens les brûlaient, et que pour des Grecs, ça paraissait, c'était l'horreur en fait, on peut pas faire ça quoi. Alors que dans d'autres sociétés, on va carrément les manger, d'autres vont les ensevelir sous terre. Enfin, et tout ça, c'est encore une question de récit et comment on se raconte la société dans laquelle on vit. Et je sais pas si on peut, d'un point de vue complètement objectif, s'extraire de ça en essayant de rationaliser les bonnes manières ou de faire. C'est que par l'imaginaire. C'est ça. Alors, quand on imagine
un rétrécissement de la population à une petite quantité d'individus, se pose forcément la question justement de qu'est-ce qui va ressortir de là, qu'est-ce qui va survivre avec eux. C'est-à-dire que techniquement, les nouveaux mythes, la nouvelle humanité qui ressort de l'autre côté est fondamentalement dépendante des survivants. Donc, est-ce que la science-fiction a des moyens justement d'explorer, je pense notamment au monde de Julia, où finalement le monde qui ressort de l'autre côté est très dépendant des individus survivants. La science-fiction, elle a imaginé différents futurs possibles à partir de là? Oui, il y a beaucoup de cas où la science-fiction, alors dans le monde de Julia par exemple, que donc j'ai écrit avec Jean Barré, on imagine une société qui justement a perdu le sens de la justice. Donc il y a eu une rupture, une coupure, une perte de culture, un effondrement. On ne rentre pas dans les détails. Et du coup, dans les cités, en fait, et notamment dans ce qu'on appelle la mégapole, vous avez des clans qui se sont constitués. Donc c'est des petits groupes. Ces clans, individuellement, sont tous des petits groupes. Et ils doivent d'ailleurs énormément à Jean, qui a énormément travaillé sur la structure des clans. Et ces clans ont en commun d'avoir une seule conception de la justice ou de la société, mais qu'ils appliquent à la lettre de façon presque automatique. Presque, on pourrait dire, si c'est le parallèle qu'on pourrait faire avec l'algorithme, qui est une simple puissance de calcul, de façon simplement automatique, et du coup sans jamais se poser la question du sens. Et comment ils le font? Ils le font à partir d'ouvrages qu'ils ont retrouvés dans les décombres du passé, mais comme ces ouvrages sont sortis de leur contexte culturel, et que plus personne ne sait quelle était la position finalement de ces œuvres fondamentales, qui sont parfois des ouvrages de droit, mais parfois pas du tout, qui sont parfois des romans qui sont pris au pied de la lettre, et bien, ou des séries télé même par exemple, et bien du coup, il n'y a rien d'autre que l'application automatique, ce qui montre l'absurdité. Et en fait, le message qu'a voulu faire passer Jean, je pense, avec ses clans, c'est que le pire que nous puissions faire si on se retrouvait dans cette situation d'étranglement, ce serait de refuser la diversité et de refuser le dialogue entre les cultures. C'est-à-dire que tant qu'on aura des cultures qui dialoguent, et pour ça tout à l'heure on parlait de la différence entre l'opposition entre le commandant et la présidente par exemple, et moi je la vois de façon très positive. C'est-à-dire que tant qu'on a des débats, des délibérations, des discussions sur le futur que nous voulons et que nous nous opposons sur ce futur-là, il y a humanité et il y a société. Mais s'il n'y a qu'une seule explication, c'est plus des sociétés, c'est juste des clans, même pas des clans, des groupes humains qui sont figés et qui n'évolueront absolument plus. Donc effectivement, dans la science-fiction, tu prends la planète des singes, par exemple, de Pierre Boulle, tu as aussi cette idée où les singes qui vont créer une société, mais sans avoir la mémoire de la culture des hommes, ou en tout cas certains éléments qui restent de la culture du passé, et du coup qui en fait sont complètement détachés du sens, et qui créent une société qui paraît spontanément absurde parce qu'elle n'est pas adossée à une réflexion, à une ouverture, etc. Et ça, il y a énormément d'œuvres de science-fiction qui interroge le pire qu'on puisse faire dans notre société. Et le pire, le pire qu'on puisse faire, ce serait de se concentrer sur un seul modèle. Et de dire, c'est notre modèle, on n'en bouge plus, à perpétuelle demeure, c'est celui-là qu'on veut, et on ne quittera pas ce modèle. Au contraire, il faut brûler les idoles, il faut abandonner les modèles, il faut remettre en cause nos valeurs chaque fois qu'une crise l'impose. Et c'est dans cette remise en cause qu'on donne du sens. Dans les 1300 personnes qui ont survécu, en fait, on sait ce qu'on a maintenu, donc c'est le patrimoine de ces gens-là. On ne sait pas forcément ce qu'on a perdu, et ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que de quelle façon ces gens-là ont résisté à cette catastrophe. Peut-être que dans ce cas-là, c'était parce qu'ils étaient plus résistants au froid ou ils étaient mieux placés géographiquement, mais qui nous dit qu'on n'a pas perdu des valeurs, des valeurs morales ou des aptitudes physiques qui ont fait que tous ceux qui les avaient sont morts. Par exemple, le courage dans une bataille, on pourrait très bien imaginer que tous les courageux vont au front, meurent, et il ne reste dans les 1000 qui restent uniquement des... Donc ça pose la question de ceux qui restent, c'est-à-dire que même si la civilisation survit, elle ne survivra pas de façon entière, et on ne sait pas vraiment ce qu'on perd dans une catastrophe. Donc il faut repartir de zéro ou presque, et effectivement tout en maximisant la diversité parmi les survivants, si diversité a été préservée par la catastrophe en fait. Tout dépend de l'origine de la catastrophe. En fait, la clé, c'est le thème des utopiales, c'est la transmission.
Si tu as des éléments culturels mais qui ne s'accompagnent pas d'une transmission, ben, ça fait des blocs figés à partir desquels tu ne peux pas construire une société. Si demain, notre mémoire est entièrement effacée et toutes nos mémoires numériques, par exemple, disparaissent d'un seul coup, et s'il ne reste que des briques comme ça et qu'on n'a plus du tout la mémoire des choses, ben, on va bâtir sur des contresens. On va bâtir sur des choses qui seront complètement sorties de leur contexte parce qu'on ne l'a pas transmis. Donc en fait, c'est ça, c'est cette question de la transmission des savoirs et de leur construction, de comment se construit un savoir, comment évolue une société, et si on l'a pas, ben voilà. Alors du coup, on se raccroche à des vieux mythes, et on revient toujours sur les mêmes choses, c'est-à-dire le mythe des origines. Je ne sais pas si vous vous rappelez tous de la fin de Galactica, et je ne veux pas spoiler, mais en fait on est complètement dans le mythe des origines. Finalement, c'est pas tellement la survie qui compte, c'est le mythe des origines, comment on le construit, comment on le reconstruit. Et ça, s'il n'y a pas de transmission de ce qui s'est passé, ou des éléments, des points de repère, on va retomber peut-être toujours dans le même... C'est les anthropologues du 19e siècle qui pensaient que les sociétés évoluaient toutes de la même façon. C'est la maladie infantile de l'anthropologie qui pensait que toute société passe forcément par d'abord un état religieux, puis un état métaphysique, et enfin un état positif, c'est Auguste Comte. Et ça fait très longtemps que ça, on l'a dépassé. Mais si on efface tout, bah, de nouveau, on va commencer à avoir un rapport mystique à la connaissance, et donc on va retomber dans cette espèce de cycle par lequel on est déjà passé plein de fois. Et qui, encore une fois, n'est pas universel. C'est peut-être le mythe de l'Arche de Noé, en fait, où ils ont bien pensé à prendre une variété de chaque espèce pour maintenir justement la diversité. Sauf les licornes. Sauf les licornes, hein, elles sont arrivées en retard. Ouais. Et peut-être qu'ils n'ont pas pris suffisamment d'humains pour transmettre la diversité. Ouais. Mais oui, c'est une histoire de transmission. Alors c'est une blague de biologiste, mais pour dire ce qu'on a perdu au moment des 1300 individus, a priori, une paire de chromosomes, au moins. On est passé de 24 à 23 paires à ce moment-là. Et n'ont d'ailleurs survécu à cette crise que les hominidés disposant de 23 paires de chromosomes. Donc il y a eu vraiment un goulet d'étranglement très, très fort à cet endroit-là. On a perdu une grande diversité des hominidés présents sur la planète. Alors, donc du coup, moi j'avais d'autres questions parce que vous avez des approches... qui sont des approches qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres de fiction, mais notamment, moi, j'avais une question sur l'avenir tel que vous l'imaginez, la façon dont vous avez voulu le travailler. Oui, il nous reste pas... Voilà. Mais j'ai plusieurs versions, et notamment, j'ai beaucoup cette idée de cité survivante, de cité... endroit où finalement se concentre l'humanité survivante pour se reconstruire. Sur quoi vous êtes basé pour imaginer l'avenir tel que vous le voyez de l'autre côté du goulet d'étranglement? Qu'est-ce qui vous faisait envie? Comment vous vouliez voir ça? Pourquoi avoir choisi une cité? Une projection plutôt rurale, urbaine? Qu'est-ce qui vous a touché dans ces différents aspects? Alors, dans la trilogie baryonique, donc mes romans, ça se passe dans 200 ans, un peu plus de 200 ans. Il y a eu un dérèglement climatique, mais en fait, je m'y attarde pas trop parce que je voulais pas faire un roman post-apocalyptique. Et j'utilise l'astuce qui est de dire que dans la civilisation à l'époque, c'est un peu tabou parce que c'est un peu une honte. L'humanité s'est auto-sabordée, donc elles en parlent pas. Donc ça m'évite moi d'en parler et de venir sur le sujet. Et effectivement, il y a eu des grosses migrations climatiques. La majorité de l'humanité en 2173 vit dans l'hémisphère nord et est plutôt régie par un pacte sur l'énergie, où on a enfin trouvé la fusion nucléaire qui apporte une énergie stable et non dangereuse à l'humanité. Et en fait, les pays sont fédérés au travers d'une organisation mondiale qui n'existe pas aujourd'hui. Donc je rêve en fait d'un gouvernement mondial qui tient tous les gens, en fait, toutes les civilisations qui ont été pas mal mixées. En fait, il n'y a plus vraiment des pays. Enfin, il y a encore des pays, mais les migrations ont fait que il y a des pays. Enfin, il y a une mixité en fait importante. Et ces gens-là sont tenus effectivement par le pacte d'énergie. Et plutôt un avenir, du coup, moi j'avais cette image de, effectivement, une répartition, on va dire, équitable, non pyramidale, où il y a une décision et qui est valable finalement pour la population.
Oui, par contrainte, en fait. C'est pas forcément une démocratie. Alors, je vais pas trop insister dessus, mais ça va pas être la démocratie à côté de nous. du moment qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de l'énergie, et on a bien compris que dans les dernières années, dans les 300 dernières années, au moment de ma trilogie, l'énergie était un sacré problème. En fait, c'était le point pivot, le point central de l'humanité. Celui qui a l'énergie, il a le pouvoir. Donc, en fait, oui, c'est assez autoritaire. Autoritaire chez les voisins aussi? Oui, alors moi après c'est pas du comment dire ma bande dessinée donc Cosmograd, c'est pas un post-apocalyptique plutôt, c'est même plutôt pré-apocalyptique en fait. C'est plutôt un bunker en fait, une sorte de bunker, une ville bunker tenue par une grande entreprise avec quelques personnes avec un comment dire avec un ego assez grand, enfin voilà très inspiré. Des têtes de mort que sont Elon Musk, etc. Enfin, vous savez, les transhumanistes vraiment qui ne touchent plus terre et qui pensent que vraiment ils sont le phare avancé de l'humanité. Donc c'est assez facile, hein, puisque en fait on les a là. Donc moi j'ai juste poussé quelques curseurs de notre société, enfin du monde actuel, juste poussé un peu quelques curseurs pour voir ce que ça pouvait donner, et c'est pas joli. Donc c'est vrai que enfin c'est pas du tout l'avenir que moi j'envisage. Au contraire, c'est plutôt quelque chose que j'ai envie de fuir. Tu parlais un peu tout à l'heure des Fils de l'Homme. Moi, à l'époque où je l'ai vu, ça m'a fasciné. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Mais ce qui me fait peur, c'est que plus je vieillis et plus j'ai l'impression, en plus maintenant j'ai des enfants, mais plus j'ai l'impression de vivre dans ce monde-là, en fait. Vraiment avec des bastions très fermées, très, voilà, comme tu disais, très autoritaires, etc. Et autant j'ai l'espérance du présent pour essayer de penser autre chose, justement, qu'on va réussir à vaincre tout ça, mais en même temps j'ai du mal à l'imaginer. J'ai du mal à imaginer quelque chose de... Il y a une veine, le solar punk, c'est ça, voilà, qui est justement au contraire beaucoup plus optimiste, etc. Mais comme j'ai une grosse appréhension de la technique, pour avoir lu Jacques Ellul et tout ça, c'est vrai que ça me pose beaucoup de questions. Donc j'ai du mal à imaginer un avenir chouette, même si j'ai beaucoup d'espérance, encore une fois, en nous tous, et que j'espère qu'un jour on abattra le capitalisme. Alors de toute façon, il faut abattre toutes les idéologies. Exactement. Mais il y en a toujours une pour remplacer l'autre, hein, rassurez-vous. Hein. Si le capitalisme tombe, on reviendra sur le totalitarisme. Et comme tous les mots en isme, ça finit toujours par triompher, par prendre le pouvoir, puis après par dégénérer, et ça revient. Mais moi je crois, moi j'ai confiance. C'est peut-être bizarre, mais je me dis que si l'homme est un animal, si l'être humain, si l'humanité est un animal social, et qu'elle est vraiment capable d'organiser des constructions souvent complètement purement imaginaires pour échapper à la violence brutale, elle sera toujours capable de les réinventer. Donc du coup, dans le monde de Julia, avec Jean Barré, par exemple, effectivement, cette mégapole qui a perdu le sens de la justice, elle peut le retrouver, en tout cas, elle cherche à le retrouver. Donc si nous avons conscience de ce que nous avons perdu, nous serons capables de le chercher, d'y réfléchir. Et je pense que si on est nombreux aux Utopiales à avoir cette conviction-là, que chercher du sens n'est jamais vain. Voilà. Et puis la science-fiction, c'est un très bon outil pour ça. Parce qu'elle nous montre finalement que les sociétés imaginaires, ce sont des laboratoires, en fait, des expériences de pensée. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de détruire un pays entier ou de réduire en esclavage une population. On peut, dans la science-fiction, faire l'expérience de ce à quoi nous amènent les idéologies et comprendre que ce sont des choses à éviter. Et donc cet exercice-là de créer des sociétés, d'imaginer des sociétés, même négatives, c'est au fond la garantie de garder la possibilité de changer le monde réel petit à petit. Vous savez, pour moi, la réalité, elle n'existe pas. Hein. La réalité, c'est une question de physicien. Moi, je ne suis pas physicien. Les physiciens savent qu'est le monde réel. Moi, je ne vis que dans des mondes imaginaires, c'est-à-dire soit les mondes de la science-fiction, soit les sociétés que nous organisons avec des droits dont le fondement est seulement notre volonté d'y croire et de les appliquer. C'est pas de la réalité. Nous créons des sociétés qui sont des constructions intellectuelles dans lesquelles nous avons choisi de vivre, mais c'est pas la réalité. Donc si elles doivent s'effondrer, le pire, ce serait qu'elles s'effondrent en ne laissant que la réalité brute en place. Donc quand une société est en crise, il faut vite essayer d'en inventer une autre. Et je pense que pour moi, le message positif, c'est
quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur de la fin du monde, elle n'existe pas. La fin du monde humain, elle n'existe pas. La fin du monde physique, oui. Le dérèglement climatique peut-être et l'aggravation de ce dérèglement que nous puissions plus contrôler sans doute. Mais notre capacité à faire des sociétés et à faire le choix d'y vivre, elle sera là tant qu'on existera. Oui, ça me faisait juste penser au livre La Red Team, où justement ils explorent des scénarios dystopiques dans le futur, pour justement voir quels seraient les scénarios catastrophes. Alors c'est très orienté sur l'armée, hein, les armes, mais c'est un peu ce que tu dis en fait, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'expérimenter de nouvelles armes destructrices, il suffit de les imaginer pour mesurer les conséquences et se dire ben non, finalement c'était peut-être pas une bonne idée, quoi. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Je pense que je vais passer la parole au public. S'il y a des questions à poser à nos intervenants, si vous avez des réactions par rapport à ce qui a été dit, c'est maintenant. On n'a pas parlé du jeu. On n'a pas parlé du jeu, là. Tu devais parler. Bonjour, merci de votre intervention. Après tout ce que vous avez dit, je me faisais une réflexion à ce que j'ai appris à l'école, avec l'évolution des sociétés, des civilisations qu'on a pu voir. Et j'ai été récemment surpris en fait de voir que l'Empire romain est parti d'une démocratie, est parti ensuite sur la royauté, a fini même en empire avant de s'effondrer. Et beaucoup de civilisations partent plutôt, se reconstruisent sur des sociétés plus ouvertes à la liberté. Et finalement, le choix de ces civilisations finissent par des sociétés beaucoup plus contrôlées avec une autorité beaucoup plus forte. Est-ce que vous pensez que, du coup, après la chute, après une catastrophe, on a toujours le même schéma, une société où on essaye de recréer des libertés qu'on n'a pas eues, et puis finalement, les êtres humains s'orientent vers quelque chose de beaucoup plus autoritaire? Alors, j'aurais pas de réponse ferme à cette interrogation. Par contre, il me semble que la liberté, c'est du travail. Et que c'est difficile. Et qu'il faut se lever le matin pour avoir envie de discuter avec son voisin. En fait, le fascisme, c'est facile. C'est l'autoritarisme, c'est, j'aurais dire, c'est de la paresse, quelque part. Enfin, on peut se raconter plein d'histoires, mais le plus facile, c'est quand même de filer une tarte à son voisin. Et pas de discuter avec. Voilà. Moi, j'avais plutôt l'impression que... Alors, la civilisation romaine, c'était très long. Hein, c'était quoi, 6-7 siècles ou quelque chose comme ça, 800 ans, enfin, je sais plus, ouais, bref. J'ai l'impression que c'est plutôt des mouvements de balancier, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, tu parlais de cycle, au sens où c'est difficile de trouver un mode de fonctionnement qui soit parfait. Ça n'existe pas, je pense. Et donc, on va essayer pendant quelques siècles ou pendant quelques dizaines d'années un modèle. Ça marche pas. Mouvement de balancier, on essaie quelque chose de plus dur, ça marche pas non plus, on revient à l'ancien, etc. Et je pense que l'humanité, enfin si c'était simple, ça se saurait. Hein. Ça fait quand même plusieurs milliers d'années que l'homme existe, que ça soit dans l'éducation, dans la gouvernance en fait, de façon générale d'une société ou d'un peuple. Si c'était aussi simple, je pense qu'on aurait déjà trouvé quelque chose. Donc l'humanité est faite de tâtonnements, d'essais, erreurs, qui est une approche scientifique profondément humaine. Et je pense que la civilisation romaine, c'était ça en fait. Hein. Ils ont eu en plus un contexte qui... alors il y a eu des tas de trucs hein, quand on analyse la civilisation romaine. Ils ont eu un pouvoir centralisé, décentralisé, recentralisé. L'armée, quand on analyse l'armée aussi, ils ont eu plusieurs modèles différents. Et je pense que c'était tout simplement parce que dans un contexte qui évoluait, ils essayaient de trouver toujours l'optimum et sans jamais le trouver parce que ça n'existe pas. Enfin, c'est mon interprétation. Hein. Et juste, oui, un autre truc, c'est juste que c'est vrai que la civilisation romaine a une énorme emprise sur notre culture occidentale actuelle, etc. Notamment sur le patriarcat, enfin sur beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais il y a aussi beaucoup de civilisations qui n'ont pas forcément laissé de traces écrites, justement. Et il faut se laisser aussi le loisir intellectuel d'imaginer aussi comment ça a pu être ailleurs, et que c'est pas forcément voilà, toujours cette espèce d'image de l'empire écrasant voilà, qui évolue certes, mais qui, comme vous le dites, finit forcément mal, quoi. Pour reprendre juste un complément, parce que tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, on peut se poser aussi la question, alors il n'y a pas d'évolution générale, hein, je pense, toutes les sociétés n'évoluent pas de façon générale, mais juste pour le clin d'œil par rapport à Galactica, il y a une influence aussi sur les origines de Rome et sur les Étrusques en particulier.
Moi, je m'y suis beaucoup intéressé à un moment donné. Je rêvais d'écrire un bouquin, un roman sur les Étrusques qui est toujours dans les limbes et qu'il restera pendant des siècles, je pense. Mais les 12 cités fondatrices, les 12 colonies fondatrices, ça pourrait être aussi l'image des 12 cités étrusques. Vous savez, les Étrusques, maintenant, sont assez bien connus. Il y a eu des découvertes encore récemment. Et cette civilisation étrusque qui a fondé donc, une douzaine de cités avant Rome et qui, finalement, sont les vrais Romains. C'est-à-dire que les Romains n'ont jamais fondé Rome. Rome n'a pas été fondée par les Romains, c'est un mythe. Ceux qui ont fondé Rome, c'est les Étrusques. Et on le sait pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'il y a eu des rois, parmi les premiers rois de Rome, qui étaient des Étrusques, et que les techniques de drainage, d'assèchement des marécages entre les 7 collines de Rome, ce sont des techniques qu'on a retrouvées, que les archéologues ont retrouvées dans les cités étrusques. Donc la vérité, c'est que Rome est une cité étrusque, fondée probablement par des Étrusques, avec des techniques urbaine étrusque, qui ensuite s'est inventé un mythe pour se dire qu'elle était non pas étrusque mais romaine. Et donc ça, c'est peut-être le point commun à toutes les civilisations, c'est d'essayer de s'approprier ses propres origines, peut-être en effaçant voilà, ce qui s'est vraiment passé. Mais après, voilà, je pense pas qu'il y ait ce que vous avez dit tous les deux, c'est entièrement d'accord. Je pense que voilà, on teste, et c'est surtout le rapport à l'environnement, le rapport au contexte environnemental, au contexte réel, qui fait que souvent, l'évolution des sociétés est aussi une réponse au contexte, aux contraintes physiques. Encore une fois, il manque, en fait, il faut un physicien qui vienne nous dire comment les contraintes physiques aussi nous imposent de remodéliser ou de repenser nos sociétés. Surtout, où commence une civilisation, où est-ce qu'elle termine? Parce que, enfin, là, c'est parfait ce que tu dis, effectivement, sur les Étrusques, c'est qu'en fait, il y a un savoir-faire avant qui arrive, ils deviennent les Romains, mais en fait, pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'il y a une continuité, en fait, dans tout ça? Et qu'en fait, les cultures, c'est juste le sens qu'on se donne à un instant T de telle ou telle civilisation, mais qu'en fait, peut-être que c'est juste la civilisation humaine sur un long fleuve, quoi. Là, pour le coup, c'est peut-être une question de désir de renouveau, en fait, cette espèce de désir on part d'une page blanche et nous, ça va être différent, cette espèce d'espoir que tout à coup, tout va être radicalement différent.